et bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde webconférence dédiée aux immunothérapies. Le professeur Vivier nous avait expliqué la semaine dernière le concept et le mécanisme d'action ouvrant sur une nouvelle perspective. Aujourd'hui, ce sont donc ces applications, mais aussi les perspectives que nous allons voir avec différents cliniciens pour le colorectal ou pour le cancer du poumon. Nous avions obtenu la conférence est actuellement en ligne et on va mettre le lien sur le chat, était que de par leur mécanisme d'action et leur efficacité et leur tolérance est différente des traitements usuels. Et donc, il s'agit de suivi très spécifique pour ces patients. Et nous aurons la chance de faire intervenir le docteur Chelabi, qui a mis en place un suivi particulier dans son service à Cochin, et donc pour les patients traités par immunothérapie. Un immense merci également aux deux patientes que vous voyez sur scène, donc Sandra et Yann, qui ont accepté de participer à cette webconférence. Nous vous rappelons que cette plateforme n'a pas vocation à être de la téléconsultation et le docteur Zhao, qui est hématologue, répondra également à vos questions. Donc voilà, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Laure, merci d'être encore avec moi ce duo ce soir. Sur tes réseaux, je sais que tu as pas mal de groupes de patients traités par Immuno-Onco. Aujourd'hui, cette conférence, donc quelles sont les informations que ça va leur apporter? Puis pour les patients qui ne sont pas traités par immunothérapie, quelles informations aussi attendent-ils ce soir? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, sur nos réseaux, mon réseau cancer du poumon, du sein, gynéco et colorectal, on parle souvent d'immunothérapie puisque aujourd'hui, en gros, l'immunothérapie, elle est disponible dans certaines aires thérapeutiques. L'histoire de l'immunothérapie, on l'a vu la semaine dernière, c'est une véritable révolution. Elle est arrivée notamment avec les mélanomes, donc les cancers de la peau. Et puis, petit à petit, en fait, elle arrive dans différents champs thérapeutiques, comme par exemple les cancers de la vessie, les cancers du poumon, dont on va parler ce soir, où il y a de nombreux patients qui sont actuellement traités. Mais elle arrive aussi dans d'autres aires thérapeutiques, le cancer du sein, notamment triple négatif, certains cancers de l'endomètre, du col de l'utérus, et puis les cancers, dans certains cancers digestifs. Et ce soir, on va pouvoir parler donc des cancers du côlon, avec certaines caractéristiques. Et effectivement, on sent qu'il y a une attente importante. Il y a beaucoup d'essais, mais il y a une attente importante pour accéder de plus en plus à ces médicaments. Mais à chaque fois, et le professeur André pourra nous l'expliquer, il y a besoin de faire la preuve, de savoir exactement pour quel patient, dans quelle situation, et petit à petit, cette immunothérapie, enfin les immunothérapies, il y a évidemment plusieurs médicaments, arrivent petit à petit. Donc ce soir, on aura donc deux grands pôles, un pôle plutôt autour du cancer du côlon, un autre plutôt autour des cancers du poumon. Mais finalement, ces informations, elles sont intéressantes pour tous les patients, tous les proches qui s'intéressent à ces innovations. Et on aura aussi donc le docteur Chelabi pour nous parler du suivi, de comment on accompagne ces traitements, à la fois donc dans la surveillance, mais aussi les soins de support. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est effectivement de donner la parole à Sandra et à Yann, donc à différents moments de notre soirée, pour aussi s'ancrer sur ces témoignages de personnes qui vivent avec un traitement d'immunothérapie. Donc, nous allons commencer par donner la parole à Sandra. Et donc, très bonne soirée à tous. Merci de me recevoir. Voilà, je suis Sandra, j'ai 45 ans. Depuis 2001, je sais que je suis porteuse donc, du syndrome de Lynch avec une mutation MLH1. C'est une prédisposition au cancer colorectal avant 40 ans, avec un risque cumulé de développer d'autres cancers digestifs et gynécologiques. Bref, vous l'aurez compris, ils sont assez nombreux. Ce gène me vient du côté de ma mère qui a eu un cancer du côlon très jeune, à 34 ans, puis une dizaine d'années plus tard avec un cancer des ovaires, dont elle est décédée à 48 ans. Pour notre part, un suivi annuel commence avec une coloscopie, une gastroscopie, ainsi qu'un suivi gynécologique. En 2005, j'ai 27 ans, je développe un premier cancer du côlon droit, comme ma mère,
J'ai bénéficié donc d'une colectomie totale pour éviter tout risque de récidive sur le côlon, vu mon jeune âge, et sans traitement adjuvant. Je me remets très bien de cette opération et j'ai la chance aussi d'être suivie dans un grand centre à Montpellier qui est l'ICM. Pendant une dizaine d'années, je mène une vie tranquille, tout en faisant mes contrôles chaque année, avec une idée en tête de me faire enlever les ovaires et l'utérus en chirurgie préventive, et après avoir eu 2 enfants, chose que je fais donc l'année de mes 40 ans. En même temps, on m'a découvert donc une lésion en haut du rectum, entraînant donc une grosse opération, une hystérectomie, avec une annexectomie, ainsi que l'ablation du réservoir rectal protégé par une stomie temporaire de 3 mois. Je n'ai pas eu de traitement suite à cette opération. Je m'en suis aussi remis, voilà, au bout de 4 mois, j'ai pu reprendre le travail. En 2019, suite à des douleurs sur les flancs, je me rends aux urgences et on me découvre donc une tumeur de 8 cm sur la paroi mésentérique. Après diverses biopsies, on m'a annoncé donc que j'avais un cancer métastatique, statut MSI. Donc j'ai eu 8 cures de chimio qui ont permis donc de réduire de 20% la tumeur et de stabiliser, avec tous les effets secondaires donc, que cela comporte. Et de nouveau une opération. Je devais avoir une ostomie définitive, mais j'ai été pris en charge par de très bonnes mains par le professeur Rouanet, et celle-ci a pu être évitée, et je me suis ensuite bien remise de cette opération. Depuis 8 mois maintenant, j'ai la chance donc de pouvoir bénéficier d'un nouveau traitement qui est l'immunothérapie. Mon oncologue me l'a proposé après diverses études et essais cliniques qu'il y a pu y avoir. J'ai pu bénéficier de ce traitement car j'ai un cancer rare avec une anomalie génétique assez complexe et j'ai une très bonne tolérance à ce traitement. Pas d'effet secondaire, contrairement donc à la chimiothérapie. Et après seulement quelques mois de nets résultats donc, et surtout une stabilité de la maladie. C'est un traitement donc, sur le long terme, 18 à 24 mois, à raison d'une injection donc, toutes les 3 semaines. Et cet été, je vais passer donc, à une injection toutes les 6 semaines en double dose. Mon oncologue m'a bien expliqué le protocole, le suivi, les probables effets secondaires et les risques, parce qu'il y en a aussi. J'ai eu un excellent suivi, encore une fois, et c'est important de le dire. Je n'ai pas l'aspect négatif du traitement, si ce n'est juste le trajet donc, que je prends pour y aller. Le traitement lui-même pourrait paraître presque banal parce que c'est très rapide et c'est aussi la clé pour retrouver une vie normale, tant dans mon quotidien que dans ma vie sociale, et aussi revivre dans de très bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup Sandra pour votre témoignage. Je trouve que c'est très très fort et en même temps plein d'informations. On voit que ces traitements, ils ont pu vous être proposés dans des cadres très spécifiques. Peut-être que justement, professeur André, vous pouvez nous expliquer justement dans le champ des cancers digestifs, mais plus précisément colorectaux, aujourd'hui, en fait, à qui est-ce qu'on peut proposer et dans quel cadre est-ce qu'on peut proposer les immunothérapies? Alors, je vais en profiter pour dire qui vous êtes, professeur Thierry André, pour l'ensemble de nos auditeurs. Donc, vous êtes chef de service d'oncologie médicale à l'hôpital Saint-Antoine et membre de l'INSERM. Vous êtes très impliqué dans la recherche en tant que fondateur et vice-président du groupe GERCOR et membre de nombreux comités européens, internationaux, comme l'ESMO, l'ASCO, etc. Et dans les thèmes notamment de recherche, vous travaillez particulièrement sur l'immuno-oncologie, ce qui, l'année dernière, a valu une communication orale à l'ASCO, justement, sur l'immuno-oncologie. Donc, on vous écoute. Donc, bonsoir à tous, je suis ravi d'être là ce soir. Je connais bien l'équipe de Sandra avec laquelle je collabore étroitement. Et il est certain que dans le cancer dans les cancers digestifs, disons que l'immunothérapie n'a pas du tout eu le même développement que par exemple, dans le mélanome, dans le cancer du poumon ou dans le cancer de la vessie. En fait, l'immunothérapie est arrivée dans la cancérologie digestive par une sous-population, qui est la population dont Sandra parle, qui est la population des syndromes de Lynch, mais également des tumeurs qu'on appelle MSI. Et dans les tumeurs MSI,
Il y a une petite fraction qui sont les syndromes de Lynch, qui sont à peu près un quart à un tiers des tumeurs du côlon qui sont MSI. Mais il y a également des cancers qui sont sporadiques et qui sont MSI. En fait, les cancers MSI, ils sont MSI dans 5% des cancers colorectaux métastatiques. Donc, c'est pas très fréquent, mais 5% d'une maladie très fréquente, ça fait beaucoup de patients. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que les tumeurs qui sont MSI, donc qui ont ce qu'on appelle un défaut de réparation de l'ADN, l'immunothérapie marchait très bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans des choses compliquées, mais par exemple, le cancer du côlon, il peut être dû soit à une anomalie de réparation de l'ADN et il est MSI, et c'est rare, soit il peut être dû à une perte de matériel chromosomique, c'est 95% des cancers du côlon. Et là, l'immunothérapie, au jour d'aujourd'hui, ne marche pas. Donc, l'immunothérapie, il y a eu tout un développement dans cette petite catégorie de patients qui ont un cancer colorectal, soit dans le cadre d'un syndrome de Lynch MSI, soit MSI sporadique, et où les essais thérapeutiques ont montré une efficacité absolument extraordinaire de l'immunothérapie, un peu avec tous les anticorps qu'on appelle les anti-PDL1, plus ou moins les anticorps anti-CTLA4. Donc, il y a plusieurs laboratoires en fait, ces médicaments ont eu des AMM assez rapides aux États-Unis où le système de santé est très différent. Et malheureusement, en Europe, c'est beaucoup plus lent. Et pour la première fois, donc il y a un médicament qui s'appelle le pimbrolizumab, qui a eu son AMM en première ligne suite à une étude que j'ai présentée, comme vous l'avez dit, à l'ASCO l'année dernière, une étude de phase 3, donc qui randomisait chimiothérapie contre ce pimbrolizumab et qui a montré que le traitement par le pimbrolizumab, il était beaucoup plus efficace que la chimiothérapie dans cette toute petite population de patients. Hein, je précise bien, c'est uniquement les patients qui ont une tumeur microsatellite instable. Donc, il était beaucoup plus efficace en termes de contrôle de la maladie, en termes également de certains patients ont des rémissions complètes de leur maladie, ce qu'on voit rarement avec la chimiothérapie, avec une toxicité qui est différente, mais qui est moins importante que la chimiothérapie. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires graves, mais il peut y en avoir qui sont les effets secondaires de toutes les immunothérapies. Et chose extrêmement importante, un schéma, comme Sandra nous l'a expliqué, beaucoup plus simple que de la chimio, parce que la chimio, c'est des chimios souvent que les patients qui ont des cancers du côlon connaissent bien, avec des pompes pendant 48 heures, tous les 14 jours, avec des médicaments associés qui donnent des effets secondaires relativement importants, donc un traitement très lourd, très astreignant. Là, l'immunothérapie, c'est en général une perf d'une demi-heure tous les 15 jours, tous les 28 jours, voire toutes les 6 semaines. Donc, un schéma beaucoup moins astreignant. Et là, dans l'étude que j'ai présentée à l'ASCO et qui a été publiée à la fois dans le New England Journal of Medicine et dans le journal qui s'appelle le Lancet Oncology, on a montré que la qualité de vie des patients recevant cette immunothérapie dans le cadre du cancer du colorectal métastatique MSI traité par le pimbrolizumab était bien meilleur que par un traitement par chimiothérapie. Donc, je dirais que c'est vraiment une victoire sur tous les points, le contrôle de la maladie, le taux de rémission, le schéma plus simple et la toxicité qui est moindre avec une meilleure qualité de vie et un schéma plus simple et beaucoup moins astreignant pour les patients. Donc, c'est vraiment une avancée majeure dans le traitement du cancer colorectal. Le problème, c'est que ça ne concerne que 5% des patients qui ont un cancer colorectal métastatique. Donc, il faut entre guillemets que maintenant, on le dit partout et on le répète partout, que tous les patients qui ont un cancer du côlon métastatique aient la recherche de cette anomalie qui s'appelle microsatellite instable. Et c'est à peu près le cas en France, partout maintenant. Et la chose intéressante, c'est que cette histoire de tumeur MSI, ça concerne le cancer colorectal, mais ça concerne également d'autres cancers digestifs. Alors pareil, dans des petites proportions, dans le cancer de l'estomac, que ce soit dans le cadre d'un syndrome de Lynch, c'est moins fréquent le cancer de l'estomac dans le syndrome de Lynch, mais il y a également des cancers de l'estomac
qui ne rentrent pas dans le cadre du syndrome de Lynch, qui sont microsatellites instables. Et puis, il y a d'autres cancers digestifs, le cancer des voies biliaires, les cancers du pancréas, les cancers notamment de l'intestin grêle, c'est comme le cancer du côlon, c'est 5%. Le cancer du pancréas, le cancer des voies biliaires, les autres cancers digestifs, c'est beaucoup plus rare, le fait que ce soit MSI. Mais ça peut arriver, d'où l'intérêt, parce que si on trouve que la tumeur est MSI, ça peut ouvrir la porte d'une immunothérapie, mais voilà, ça concerne… En fait, on est dans un cancer… Dans les cancers digestifs, l'immunothérapie, ça marche dans cette population microsatellite instable, qui est une petite proportion, mais dans cette petite proportion, les traitements sont très efficaces, plus efficaces que par exemple, dans le cancer dans le mélanome ou le cancer du poumon, où on traite beaucoup de patients pour être très efficace chez certains. Là, dans ces tumeurs MSI, une fois qu'on sait que la tumeur MSI, c'est ce qu'on appelle un facteur prédictif très fort d'efficacité de l'immunothérapie. On a de grandes chances que l'immunothérapie soit très efficace. Alors, c'est pas efficace chez tout le monde et malheureusement, on n'a aucun traitement qui est efficace dans des maladies aussi compliquées chez tout le monde. Mais disons que c'est efficace chez plus de 50% des patients, ce qui est rare dans ce genre de maladies extrêmement graves et extrêmement complexes que sont les cancers digestifs métastatiques. Voilà, j'ai essayé de résumer les choses. J'espère de façon pas trop compliquée et avec des mots, c'est toujours difficile, c'est toujours pour les médecins compliqué d'être simple. J'espère que je l'ai été pour vous faire comprendre cela. Oui, merci beaucoup. C'était déjà très, très intéressant. Juste pour bien reformuler en fait les grands messages. Donc, dans le cancer colorectal, donc finalement, pour toute personne qui aurait un cancer qui viendrait à métastaser, la recherche donc de ce critère MSI est absolument essentiel aujourd'hui et peut être faite un peu partout en France, hein, c'est ça? Oui, il est fait sur la tumeur. Il faut avoir un fragment de la tumeur. Pour pouvoir faire, il y a 2 techniques pour le faire. On peut faire une technique, c'est des techniques simples, c'est pas des techniques compliquées. Hein, donc, on peut avoir le résultat rapidement, notamment parce qu'on appelle, il suffit de prendre un petit morceau de tumeur, de le demander aux anatomopathologistes. Ils font ce qu'on appelle une immunohistochimie qui peut être obtenue en 24 heures, qui coûte pas très cher. Et on recherche la perte des 4 protéines justement du syndrome de Lynch qui peuvent être perdues et qui peuvent orienter soit vers un syndrome de Lynch, soit vers un cancer sporadique MSI. C'est très simple, ça coûte pas cher et c'est maintenant indispensable à la fois pour diagnostiquer les syndromes de Lynch et à la fois pour orienter vers l'immunothérapie des patients qui ont une tumeur métastatique. Merci beaucoup, professeur André. J'ai une question qui m'est arrivée sur mon portable, mais du coup qui va intéresser tout le monde et qui va ouvrir les perspectives vers d'autres champs. Les gens me demandent ce que signifie MSI, donc de donner les acronymes. Et du coup, ma question était, est-ce que ces MSI existent dans d'autres localisations digestives pour des perspectives d'avenir? Alors, microsatellite, MSI, ça veut dire microsatellite instable. Donc, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que quand on fait une technique qui s'appelle une PCR, on trouve une instabilité sur certains gènes. Et c'est une technique. Et pour être MSI, il faut avoir au moins 2 des gènes que l'on évalue qui soient instables. Donc, ça veut dire que c'est MSI. Et on appelle également cela deficient mismatch repair du langage américain, donc qui est l'autre technique dont je vous parlais, qui est l'immunohistochimie, où là on recherche l'expression d'une protéine et quand on perd cette protéine, on est deficient mismatch repair et en fait être MSI ou être deficient mismatch repair, c'est la même chose, simplement c'est fait par 2 techniques différentes qui veulent dire que l'on a ce défaut de réparation de l'ADN. Donc ça, c'était votre première question. La deuxième question, c'était est-ce que ça existe dans d'autres cancers digestifs? Donc j'ai abordé le sujet dans ce que j'ai dit précédemment. Oui, ça existe dans d'autres cancers digestifs, mais pareil, avec des fréquences qui sont faibles. Ça se voit dans à peu près 4 à 5% des cancers de l'estomac métastatiques. Ça se voit dans 4 à 5% des cancers de l'intestin grêle quand ils sont métastatiques.
et ça se voit beaucoup plus rarement dans les autres cancers digestifs, les cancers du pancréas, les cancers des voies biliaires, les cancers du duodénum, les cancers de l'œsophage, mais ça peut être recherché, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut, si on retrouve l'anomalie, faire discuter d'une immunothérapie en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, l'autorisation de mise sur le marché en France, c'est uniquement pour le pembrolizumab en première ligne de traitement, ce qui restreint énormément les indications. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le message est, si vous avez une tumeur MSI et que vous ne rentrez pas dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, il faut absolument vous retourner vers un centre référent qui aura la possibilité de vous traiter dans le cadre d'essais thérapeutiques parce que comme les AMM ne sont pas encore, elles ne sont que dans une petite situation et que les traitements sont très, très efficaces, on a des essais thérapeutiques pour pouvoir traiter les patients. Moi, à Saint-Antoine, depuis 5 ans, on a traité plus de 200 patients avec des tumeurs microsatellites instables, quasiment exclusivement dans des essais thérapeutiques. Avec pour la première fois une AMM avec le pembrolizumab et on l'espère d'autres AMM qui vont permettre de pouvoir traiter toutes ces tumeurs microsatellites instables au stade métastatique et on en est à même réfléchir à traiter les patients à des stades plus localisés pour éviter les malheurs de Sandra, les chirurgies agressives et d'essayer de préserver les organes. Mais ça, c'est une étape de recherche que qu'on est en train de faire, qui en est mais qui est pleine d'espoir parce que les traitements sont tellement efficaces qu'on a dans l'avenir l'espoir de pouvoir éviter certaines chirurgies mutilantes chez certains patients grâce à ces traitements. Merci beaucoup, professeur, pour ces informations. Du coup, on comprend bien cette importance déjà donc, de faire cette recherche de MSI, si la maladie évolue ou si on est diagnostiqué métastatique, absolument en parler avec son centre de soins ou se rapprocher d'un centre expert pour pouvoir accéder à des essais thérapeutiques. Alors, en même temps, on se dit c'est génial, mais effectivement, j'allais dire, c'est une toute petite partie des patients. Est-ce qu'il y a des champs de recherche pour d'autres critères qui vous permettraient d'avoir d'autres types de traitements de ce genre à l'avenir avec d'autres caractéristiques Bien sûr, là, il y a énormément d'équipes dans le monde qui travaillent. Justement, on a une immunothérapie qui est très efficace dans ce petit groupe. Donc, il y a une énorme recherche mondiale et beaucoup de laboratoires qui essayent d'améliorer les résultats par l'immunothérapie. Il y a une porte d'entrée qui va probablement voir le jour dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent même, c'est dans le cancer de l'estomac, où quand les malades n'ont pas une maladie, quand les tumeurs ne sont pas MSI, il y a des essais qui ont montré que là, ce n'est pas l'immunothérapie toute seule, mais c'est l'immunothérapie associée à la chimiothérapie, permettait de mieux faire que la chimiothérapie chez les patients qui ont un cancer de l'estomac qui exprime la cible des anticorps PD1 qui s'appelle on regarde dans la tumeur l'expression de PD1 et là c'est pas 5%, c'est à peu près plus probablement 30 ou 40% des cancers de l'estomac qui expriment ce facteur et où l'immunothérapie améliore les choses, tout du moins, mais d'une façon qui n'est pas aussi importante que chez ces patients MSI où on a des résultats extraordinaires. Mais disons que là, il y a une probable arrivée d'anticorps monoclonaux d'immunothérapie dans le cancer de l'estomac, parce qu'il y a eu un essai présenté à l'ESMO en début d'année qui montre des résultats très positifs et il y a des discussions avec l'agence européenne pour que un anticorps antimonoclonal puisse avoir son AMM dans le cancer de l'estomac en première ligne dans une population qui n'est pas uniquement MSI. Et puis, il y a énormément d'essais dans le monde pour essayer de traiter les patients avec de l'immunothérapie quand ils ne sont pas MSI avec des cancers digestifs, avec malheureusement au jour d'aujourd'hui des résultats qui
qui ne sont pas convaincants, mais voilà, c'est long la recherche, c'est difficile, il y a énormément de choses. Alors moi, je parle des tumeurs du tube digestif. Je parle pas, il y a par exemple un cancer qui est le cancer du foie, ce qu'on appelle l'hépatocarcinome, où là, il y a une AMM de l'immunothérapie en association avec un anti-angiogénique qui arrive. Donc en fait, les choses sont lentes, mais voilà, il y a des étapes, il y a des maladies et les choses avancent lentement. Dans les cancers digestifs, pour l'instant, c'est des tumeurs MSI. Dans le cancer du foie, qu'on appelle l'hépatocarcinome, il y a eu une AMM de l'immunothérapie avec. Donc ça, c'est un énorme pas en avant. Donc c'est pas mon sujet parce que moi, je m'occupe du tube digestif, pas du foie. Et que dans les autres cancers, une arrivée probable dans le cancer de l'estomac, et puis beaucoup de recherches pour essayer bien sûr, mais c'est plus compliqué, c'est compliqué, et disons que les résultats, pour l'instant, ne sont pas complètement concluants en dehors des situations que je viens de vous donner. Merci, docteur André. On avait eu une question au préalable, donc qui va intéresser toutes les indications, vos confrères, mais qui touche particulièrement le système digestif. La question était, on dit que le système digestif participe au système immunitaire. Comment peut-on, y a-t-il des moyens d'améliorer encore ces réponses? Notamment, je pense que la personne avait en tête le microbiote qui est quelque chose d'assez récurrent dans nos questions. Donc, voilà. Est-ce que vous posez une question auquel les scientifiques aimeraient répondre. Il y a énormément de recherches qui montrent qu'il y a, en effet, que premièrement, le cancer du côlon a probablement une cause en rapport avec le microbiote. Tout le monde ne fait pas un cancer du côlon. Et il y a de plus en plus de recherches qui semble montrer que c'est certains microbiotes qui favorisent une inflammation chronique qui pourrait favoriser le développement de cancer. Donc là, pareil, on est dans des recherches grâce à l'évolution des biomathématiques qui permettent de caractériser les bactéries. On a plus de bactéries dans le tube digestif que de cellules qui constituent notre corps. Donc c'est très compliqué d'établir la carte de toutes les bactéries que l'on a dans son tube digestif. Mais il y a notamment plusieurs équipes, une équipe française de l'Institut Gustave Roussy, de quelqu'un qui s'appelle Sid Vogel, qui a montré que il y a une relation entre l'efficacité de l'immunothérapie et les bactéries qu'on a dans le tube digestif. Mais disons que c'en est à l'état de données brutes, on n'a pas encore trouvé, on ne sait pas encore comment faire pour augmenter l'efficacité de l'immunothérapie en mettant les bonnes bactéries. Donc, il y a des recherches là-dessus. Il y a notamment eu une très belle publication qui a montré que certains patients dans des cancers qui n'étaient pas des cancers MSI étaient traités par immunothérapie, ça ne marchait pas. Et on leur a fait bon, c'est très anecdotique, c'est 10 patients. Hein, mais sur ces 10 patients, il y a eu en fait ce qu'on appelle des greffes de sel, c'est-à-dire qu'on leur a mis dans leur tube digestif, on leur a changé les bactéries qu'ils avaient dans leur tube digestif. Et on s'est rendu compte que l'immunothérapie qui ne marchait pas a marché sur 3 des 10 patients. Donc là, on en est au balbutiement. On en est mais il y a sûrement une relation entre les bactéries qu'on a dans le tube digestif, notre système immunitaire et la façon dont agit le système immunitaire, dont agissent les immunothérapies. Mais disons que voilà, on a des pistes, mais il y a beaucoup de travail pour que ça arrive aux patients et que ça puisse améliorer l'efficacité de l'immunothérapie. Tout ça, la recherche a souvent des éléments anecdotiques, des petites études et de petites études pour arriver à quelque chose qui va arriver dans la pratique. Il faut parfois plusieurs années. Donc, on espère que ça ira plus vite que ça. Mais en matière de microbiote, il y a beaucoup de recherches, notamment à la fois sur l'efficacité, mais également sur la toxicité, parce que quand un patient, une des toxicités de l'immunothérapie, c'est de pouvoir faire des colites qu'on appelle inflammatoires, qui sont en fait des maladies qui ressemblent aux maladies inflammatoires, donc qu'on appelle la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et là, pareil, ça passe par une histoire de microbiote.
et on a beaucoup de recherches pour traiter ces coliques quand elles surviennent. Actuellement, on a des médicaments, mais il est possible qu'en jouant sur le microbiote, on puisse traiter plus facilement ces coliques qui sont un des effets secondaires de l'immunothérapie. Merci beaucoup, professeur. Alors, du coup, on comprend mieux l'intérêt du microbiote, je dirais, dans ces différentes étapes, à la fois finalement en termes de risque peut-être particulier de développer un cancer, mais aussi de pouvoir en partie, on va dire, améliorer l'efficacité de l'immuno avec un enrichissement d'un microbiote, entre guillemets, de bonne qualité ou mieux adapté. Du coup, ça a suscité pas mal de questions sur notre fil autour de… C'est pas de bonne qualité, je pense. C'est simplement, voilà, il y a une interaction entre certaines bactéries et le système immunitaire qui peut être néfaste ou qui peut être positive. Alors, il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries en matière de réaction pour déclencher le mécanisme qui va réussir à aider l'immunothérapie à marcher. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est une voie de recherche dans laquelle il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dans le monde et dans laquelle il y a beaucoup d'espoir. Et alors, du coup, donc juste pour rebondir, ça suscite des questions autour de est-ce qu'il y a des régimes alimentaires qui peuvent être intéressants pendant qu'on est traité par une immunothérapie? Est-ce qu'il y a des aliments, j'allais dire, plus bénéfiques que d'autres? Est-ce qu'il y a des compléments qui sont utiles ou au contraire, comment Donc ça, on n'a aucune réponse et aucune certitude sur ce sujet. Il n'y a aucune donnée scientifique qui permet de dire qu'il faut mieux prendre tel aliment plutôt qu'un autre. Ce qui est clair, c'est que il faut respecter les règles en fait, dans le cancer colorectal. On sait qu'une alimentation très riche en viande et en viande rouge et favorise la survenue d'un cancer du côlon. Donc, je dirais qu'on est dans les conseils diététiques que donne l'Institut national du cancer, qui sont toujours un petit peu la même chose. De manger sain, c'est pas manger trop de viande, c'est manger plutôt de la viande blanche que de la viande rouge, manger du poisson, manger des légumes, manger ces fameux 5 fruits et légumes par jour. On n'a pas tellement d'autres éléments que cela. Et il n'y a pas actuellement de données scientifiques qui disent qu'il faut mieux manger tel aliment plutôt qu'un autre. Il y a eu énormément d'essais. Il y a eu des Américains qui ont fait une étude sur les cacahuètes et sur qui a semblé montrer qu'il y avait un petit bénéfice. Mais tout ça est très fragile d'un point de vue scientifique. La vitamine D également, il y a eu des Américains qui ont montré qu'il fallait pas être carencé en vitamine D. Mais tout ça, je dirais que c'est à la marge. C'est pas quelque chose il y a rien de très clair sur ce sujet. Voilà. Que vous puissiez nous aider à répondre, notamment ce soir parmi nos participantes. Nous avons un certain nombre de personnes concernées par des cancers du sein, notamment triple négatifs, éventuellement avancés, pour lesquels il y a aujourd'hui, là aussi, des essais thérapeutiques qui évaluent l'intérêt de certaines immunothérapies. Voilà, est-ce que… Voilà, pour élargir aux autres organes, on a en fait un peu cette démarche de voir en fait pour des maladies particulières des caractéristiques qui permettent de proposer l'immunothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, j'allais dire de façon générale, sur cette démarche en fait d'ouverture des essais dans les différentes maladies? Là, c'est une question très vaste. Moi, je m'occupe pas du tout de cancer du sein. Il est sûr que dans chaque maladie, dans chaque cancer, il y a des essais thérapeutiques et que les essais thérapeutiques, on peut pas dire si si un essai thérapeutique, il y a une question. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Là, je suis pas la bonne personne pour vous répondre sur le développement de l'immunothérapie dans le cancer du sein. Peut-être qu'un de mes autres collègues pourra mieux vous renseigner que moi. Moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer donc à une partie de notre soirée qui va être dédiée plutôt à l'exemple du cancer du poumon. Avant de retrouver le docteur Chantal de Croisette qui va monter en scène prochainement, on va donc accueillir Yann, qui est une patiente touchée par un cancer du poumon, qui va nous parler de son parcours. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est effectivement une toute autre histoire. On va dire
plus banale avec que celle de Sandra. Donc moi, j'ai été diagnostiquée en juin 2016, fin juin 2016, d'un cancer du poumon, un cancer non à petites cellules, métastasé à la surrénale, à l'occasion d'un scanner thoracique fait parce que j'avais une extraction de voix et c'est l'ORL qui m'a fait faire un check-up pour essayer d'expliquer cette chose et qui m'a fait atterrir et découvrir le service d'oncologie et de pneumologie de Cochin. Donc, je suis effectivement patiente à Cochin. Mon histoire de maladie, c'est un traitement en chimiothérapie, 4 cures, au bout de 4 cures difficiles, je dois le dire, en termes d'effets secondaires, et qui avait une réduction de la tumeur à peu près de 30%. On en fait 2 de plus. La décision est prise à ce moment-là par l'équipe d'opérer la métastase sur la surrénale. Et ce qui est fait est de faire de la radiothérapie sur la tumeur au poumon. Donc, ce qui est enchaîné. Et donc là, on arrive à l'hiver, en fait, fin 2016, début 2017. Je vais avoir quelques mois de répit, mais à l'automne 2017, eh ben, c'était reparti. Il y avait de nouveau une métastase qui s'était logée dans l'espace qui avait été laissé libre par la surrénale opérée. Et simplement, c'est qu'à ce moment-là, la chimiothérapie m'avait tellement abîmé les reins qu'il était impossible qu'on me prescrive de nouveau de la chimiothérapie. Et on m'a donc proposé de démarrer une immunothérapie en décembre donc 2017. Et immunothérapie, eh bien que je prends depuis cette époque. Voilà. Depuis 3 mois, c'est une double dose que je reçois une fois par mois. Et ça j'avoue que c'est aussi un vrai plaisir d'être un peu moins à l'hôpital, même si les équipes sont franchement adorables. Et ça, si on parle du suivi, je pense que c'est une vraie qualité d'avoir des équipes qui, humainement, font vivre bien cette maladie, au final. Que dire? Que j'ai une chance extraordinaire, j'ai pas de toxicité majeure, j'ai juste eu un problème d'hypothyroïdie qui s'est résolu par un médicament. Une fois qu'on a trouvé le bon dosage, eh bien tout va bien. Je vis tout à fait correctement, j'ai eu des problèmes aux articulations, des sensations de douleur, surtout au début. Et alors moi, le début du traitement, ça n'a pas été une régression totale des tumeurs. Ça a d'abord commencé par une augmentation de la taille de la tumeur au poumon. Et en même temps, il y avait la réduction de la tumeur dans la surrénale. Donc, ils ont décidé de continuer. Et ça s'est stabilisé pour le poumon. Et la tumeur à la surrénale a, elle, complètement disparu. Et donc, en fait, au bout de 6 mois d'immunothérapie, j'avais plus rien, on va dire, en termes de surrénale ou d'autres métastases visibles. En revanche, j'avais toujours une tumeur primaire au même, voilà, qui, elle, ne bougeait pas. Et elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on est dans une maladie qui est contenue. C'est toujours très actif au TEP scan. Mais en revanche, elle est contenue. Ça n'évolue pas. On a beau relire les scanners dans tous les sens. À chaque fois, j'avoue que chaque évaluation est une source de stress majeure. Mais en la remesurant dans tous les sens, a priori, ça ne bouge pas. Ça a un tout petit peu grossi. Mais c'est tout. Voilà, donc, voilà, pour moi, ça a été le traitement de la dernière chance à l'époque, parce que ça m'a été quand même présenté comme tel, et je trouve que ça a été voilà, une chance extraordinaire, puisque je vis bien avec la maladie, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Dans cette prise en charge, on va dire depuis, dès le départ, on m'a obligée à être extrêmement attentive aux effets secondaires éventuels, d'être attentive s'il y avait un bouton qui poussait, s'il y avait un problème digestif, et d'appeler l'équipe si jamais il y avait quoi que ce soit. Donc j'ai pris cette habitude
maintenant d'autosurveillance, donc qui de temps en temps source de stress, évidemment, quand il y a un truc qui ne va pas bien, tout d'un coup il y a une interrogation sur savoir si cette chose peut être générée ou pas par le traitement. Mais en fait, non. Pour l'instant, j'ai vraiment eu rien de grave en effet secondaire et j'ai la chance d'imaginer de pouvoir vivre avec. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup Yann pour ce témoignage plein d'espoir et de positivité, ce qui va nous permettre de donner la parole à Chantal de Croisette, donc qui est pneumo-oncologue au CH d'Annecy et qui est vice-présidente du GFPC, donc très impliquée dans la recherche aussi. Et je crois que Chantal avait quelques slides justement pour nous réexpliquer le fonctionnement de l'immuno et puis les différentes indications, parce que ça, c'est assez important de voir qui est éligible et qui peut recevoir de l'immunothérapie. Merci beaucoup Yann pour votre très beau témoignage, ça me donne encore plus d'espoir ce soir. Alors effectivement, je suis pneumocancérologue au centre hospitalier d'Annecy. Dans l'équipe, donc je m'occupe de façon spécifique du cancer du poumon, donc je suis vice-président aussi de notre groupe de recherche français sur le cancer du poumon, le GFPC. Alors, veuillez m'excuser pour mon retard de connexion, mais j'ai eu un petit souci dans le service, donc j'ai pas pu me connecter dès 18h. Je vous ai préparé 3 toutes petites diapositives pour un peu planter le décor de cette immunothérapie dans le cancer du poumon, puisque, vous l'avez très bien dit Yann, ça a été une véritable révolution pour nous et vraiment un traitement qui nous a porté vers l'avant et qui a ouvert les portes de nouvelles perspectives dans ce cancer qui jusqu'à présent avait très mauvaise presse. Alors, c'était juste pour vous planter le décor du cancer du poumon. Moi, en gros, ça fait 25 ans que je m'occupe des patients porteurs de cancer du poumon. Et j'ai vu arriver dans le parcours, dans le temps, 2 classes de médicaments qui sont venus enrichir l'arsenal de traitement que nous avions depuis les années 90, qui était la chimiothérapie. Pourquoi c'est extrêmement important pour moi d'expliquer à mes malades que j'ai à ma disposition 3 grandes familles de traitements anticancéreux à ma disposition, en perfusion et en comprimé. Donc, la chimiothérapie, vous savez, c'était jusqu'à encore très peu de temps notre seul arsenal de traitement dit systémique, c'est-à-dire en perfusion. Comment ça marche une chimio? Une chimio, c'est ce qu'on appelle un cytotoxique, c'est-à-dire que c'est un médicament qui va venir agir sur l'ADN des cellules cancéreuses. Et on casse les cellules cancéreuses en cassant leur ADN. Voilà comment ça marche, la chimie. Donc, c'est toxique pour la cellule, des cytotoxiques. Et puis, dans les années 2000, on a vu arriver une nouvelle classe de médicaments qui s'appelle les thérapies ciblées. Qu'est-ce que c'est que ça? Les thérapies ciblées, ce sont souvent des comprimés. C'est arrivé dans d'autres cancers. Donc, d'autres cancers ont bénéficié des thérapies ciblées bien avant le poumon. Et en fait, ces thérapies ciblées, ce sont des thérapies orales. C'est quoi une thérapie ciblée? Ça cible une voie de multiplication cellulaire dont dépend la cellule cancéreuse. Donc, ce sont souvent des anticorps qui bloquent cette voie de signalisation. Donc, on est sur un autre mécanisme d'action que la chimio. On ne casse pas le brin d'ADN, on bloque une voie de signalisation. Et puis, en 2015, est arrivée cette nouvelle famille qui s'appelle l'immunothérapie. Alors là, c'est un autre concept. On va agir sur notre système immunitaire et cela fait 6 ans que dans le poumon, on connaît cette petite révolution qui est l'immunothérapie. Alors, diapositive suivante, Oriane. Comment ça fonctionne l'immunothérapie? Ça a été un réel changement de concept en cancérologie, notamment dans le poumon, parce que la cible, elle est désormais le système immunitaire. On ne va plus tout à fait agir directement sur la cellule cancéreuse, mais on va agir sur notre système immunitaire qui est le système qui nous défend, qui est normalement là pour détruire la cellule cancéreuse. Dans notre système immunitaire, on a une fantastique cellule qui s'appelle le lymphocyte T. Et ce lymphocyte T, que vous voyez en bleu sur cette diapositive, elle a pour but, normalement, d'éliminer, par différents mécanismes, votre cellule cancéreuse. Et qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, ce sont des cellules anormales qui vivent dans votre corps
sans que votre système immunitaire n'arrive à les détruire. Donc, en fait, le cancer rend notre corps immuno-acceptant. Ce que je dis, c'est le système immunitaire est mis en défaut parce qu'il n'arrive pas à aller détruire ces cellules anormales. Donc, l'immunothérapie, c'est quoi? C'est booster notre système immunitaire pour qu'il vienne faire son boulot de défense. Et comment on peut booster ça? Par des médicaments qui sont des anticorps, qui s'appellent les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et qui viennent bloquer une liaison entre le lymphocyte T et la cellule cancéreuse pour pouvoir restituer la fonctionnalité normale de vos défenseurs, des lymphocytes T. Et d'un coup, votre lymphocyte T, il va voir la cellule cancéreuse, donc il va sécréter des substances qui vont aller les détruire. Voilà, on remet en marche le système immunitaire qui était devenu, on va dire, flagada et qui n'arrivait pas à détruire correctement ces cellules anormales. Donc, cette immunothérapie, c'est ça. On injecte un anticorps, un inhibiteur de point de contrôle immunitaire et qui a pour but de restituer la fonctionnalité de nos lymphocytes. Alors, diapositive suivante. En une diapositive, j'ai voulu vous raconter l'immunothérapie dans le cancer du poumon. Et vous voyez que depuis 2015, nous vivons une vraie déferlante de l'immunothérapie dans tout type de cancer du poumon. Alors souvent, j'explique à mes patients, vous savez, on parle du cancer du poumon, mais c'est faux. Ce sont les cancers du poumon. Il y a différents types de cancers du poumon. Yann l'a très bien dit tout à l'heure, il y a les cancers bronchiques non à petites cellules, qui sont la majorité de nos cancers du poumon. Et pourquoi il y a plusieurs types comme ça? Ça dépend de la cellule qui a dégénéré, en fait. Donc, et vous avez différents types de cancers du poumon du fait de l'anomalie au niveau des cellules. Donc, vous avez les non à petites cellules qui représentent 85% de nos cancers du poumon. Et puis, vous avez les petites cellules qui sont plus minoritaires, c'est 15%. Et puis, je vous ai mis sur la diapositive ce qu'on appelle le cancer de la plèvre, qui est le mésothéliome, qui fait partie des cancers également de la cage thoracique. Donc, il y a les cancers du poumon. Et à l'intérieur des cancers non à petites cellules, vous avez différents sous-types de cancers du poumon. Et en fonction de ces caractéristiques, on va pouvoir décider du traitement le plus personnalisé, le plus adapté pour nos malades. Et ce que je dis à mes malades, c'est souvent, j'ai besoin au début de la maladie de caractériser le visage de ce cancer. Il a les cheveux blonds, il est grand, il est petit, il a les yeux bleus. Toutes ces caractéristiques moléculaires me permettent de décider quel est le meilleur traitement et ce que la médecine nous dit de faire dans chaque situation. Alors, la déferlante de l'immuno, c'est 2015. Et l'histoire du Yann le reflète très bien. L'immuno est entré dans l'histoire du cancer du poumon par le traitement de deuxième ligne. C'est-à-dire, après un traitement de chimiothérapie, les études ont démontré que l'immunothérapie en monothérapie, que ce soit le nivolumab, le pembrolizumab ou l'atezolizumab, qui étaient nos 3 molécules à disposition, eh bien, elles faisaient mieux que la chimio, que notre bonne vieille chimio de deuxième intention. Donc, ça a été notre référence. Et on est rentré dans l'histoire du poumon par cette deuxième ligne. Et puis, le temps a passé, la recherche a évolué d'une façon fantastique en 6 ans. Et cet immuno, désormais, nous l'utilisons aussi dans les stades localisés. À partir de 2017, nous avons commencé à avoir accès à cet immuno après de la chimio et des rayons pour une maladie localisée dans le thorax. Et puis, depuis 2018, on vit la déferlante de la première ligne du cancer du poumon avec des métastases. Et on utilise de l'immunothérapie avec de la chimio ou parfois de l'immunothérapie seule selon les caractéristiques du cancer. Donc ça, c'est pour le cancer non à petites cellules. Et puis, le petite cellule n'est pas resté en reste puisque depuis 2018-2019, le traitement de référence de la première ligne de cette maladie est une association de chimiothérapie avec de l'immunothérapie. Et puis, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre là pour le mésothéliome que depuis 2 mois, en première ligne de traitement, nous avons accès à une double immunothérapie dans ce cancer de la plèvre via une autorisation temporaire d'utilisation qui passe par l'Agence nationale du médicament. Nous devons faire une demande un peu particulière pour accéder à ces produits, le temps que, vous savez, avec les démarches administratives, ça arrive sur le marché de façon officielle. Donc, cette diapositive pour vous dire que
l'immunothérapie est actuellement dans le poumon presque incontournable, puisqu'à un moment ou l'autre de l'histoire de nos malades, nous avons la possibilité d'en faire en fonction des caractéristiques, encore une fois, du cancer, du patient et des essais en cours aussi, parce qu'il y a d'autres, on cherche toujours à faire mieux, hein, évidemment, et on essaye d'améliorer les résultats qu'on a actuellement dans le poumon. Donc voilà, c'était un peu la photographie de ce que nous vivons dans le poumon depuis ces dernières années. Et c'est vrai que de la chimio, en passant par les thérapies ciblées et actuellement aujourd'hui l'immunothérapie, on a à notre disposition un arsenal thérapeutique qui est très varié. Pour les patients et leurs familles, c'est très complexe de tout comprendre. Et moi, j'ai pour habitude très souvent de dessiner, d'écrire. Et je trouve qu'on a besoin d'avoir vraiment une très bonne compréhension de ce qu'on est en train de proposer à nos patients pour que vous puissiez comprendre ce vers quoi on tend et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Merci beaucoup, docteur Chantal de Croisette, pour ces explications qui vraiment sont très intéressantes, très claires aussi, qu'on pourra retrouver dans le replay. Et ça va être très précieux pour de nombreux patients de pouvoir vous réécouter, de revoir ces slides qui expliquent comment ça se passe. Et en même temps, vous le dites très bien, ça bouge à toute vitesse et un peu en permanence. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand on est un patient, finalement, quel que soit l'endroit où on habite aujourd'hui, on va avoir des tests qui vont donc permettre de caractériser le type de cancer du poumon. Et c'est à partir de ça, n'est-ce pas, que vous allez pouvoir préciser le parcours de traitement possible. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les noms de ces tests vers l'immunothérapie? Oui. Et puis notamment dans les questions, il y a pas mal de personnes qui bénéficient des thérapies ciblées qui se demandent si après, entre guillemets, ça peut s'associer à l'immuno. Voilà, c'est juste pour tous ces trucs de tests et de... Alors, aujourd'hui, en 2021, lorsqu'on diagnostique un cancer du poumon, on doit, comme je le disais tout à l'heure, rechercher les différentes caractéristiques du cancer. Et dans ces caractéristiques, on a toutes ces anomalies moléculaires qui nous ouvrent les portes des thérapies ciblées. Et puis, il y a un biomarqueur qui est le seul actuellement dans le poumon qui a montré qu'il était relié à une certaine réponse. Hein. C'est ce qu'on appelle le PDL1. Le PDL1, les patients entendent ce mot parce qu'en fait, c'est une petite protéine qui est sécrétée par la cellule tumorale. Bon. Et l'immunothérapie, elle bloque la liaison PDL1-PD1 qui se situe sur le lymphocyte T. Donc, sans vous embrouiller, c'est juste pour vous dire que pour l'immunothérapie aujourd'hui, en 2021, le seul biomarqueur à notre disposition, c'est ce PDL1 qui est obligatoire. Il faut que nous le cherchions au diagnostic d'un cancer du poumon avec des métastases. Nous devons l'avoir pour pouvoir décider du meilleur traitement puisque c'est extrêmement codifié. Donc, ces recherches sont, les recommandations de prise en charge sont nationales. C'est extrêmement codifié, comme l'a dit le professeur André tout à l'heure. Hein. Nous devons rechercher tel biomarqueur, telle chose et telle chose pour avoir l'ensemble des caractéristiques du cancer et pour pouvoir soigner le patient avec le meilleur traitement possible. Donc, le PDL1 est une information qui est extrêmement facile à obtenir puisque nous l'avons avec le diagnostic du type de cellules cancéreuses dont sont faites la tumeur. C'est une information qui nous est donnée par les médecins anatomopathologistes. Donc, les médecins qui regardent au microscope et qui disent, voilà, c'est un cancer du poumon non à petites cellules de type adénocarcinome, par exemple, et je peux te dire que le PDL1 est de 70% ou plus de 50% ou positif ou négatif. Mais en tout cas, nous avons l'information avec le diagnostic donné par les médecins anatomopathologistes. Ça se recherche en immunohistochimie, mais il n'y a pas à retenir tous ces mots. C'est juste pour dire que l'information, nous l'avons tout de suite au diagnostic. En revanche, les voies ce qu'on appelle les anomalies moléculaires, hein, qui ouvrent les portes des thérapies ciblées, nécessitent des techniques un peu plus poussées, qu'on appelle de
séquençage de haut débit sur des plateformes de biologie moléculaire et ce résultat nécessite un tout petit peu plus de temps parce que ce sont des techniques qui vont étudier sur l'ADN ou l'ARN messager, enfin des techniques plus poussées en termes d'informations sur l'ADN ou l'ARN même. Donc il nous faut un peu plus de temps que le diagnostic du PDL. Mais tout le monde a accès à ça, hein. C'est qu'on doit avoir cette information pour pouvoir traiter dans le cancer poumon non à petites cellules, pas dans les petites cellules et pas dans le mésothéliome. Donc, pour vous dire que les cancers du poumon sont très différents. Vous voyez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Voilà. Alors, je vous remercie, docteur de Croisette, et j'en profitais pour dire que nous avions fait une webconférence sur comprendre ma biopsie. Donc, si ça intéresse certains, les replays sont sur le site du YouTube de Patients en réseau. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Donc, on a bien compris la personnalisation et merci infiniment. Donc, effectivement, avec un même nom, il existe différentes maladies finalement. Et si on a bien compris, la majorité des patients cancer du poumon aujourd'hui auront dans leur histoire l'occasion d'être traités par immunothérapie. Et du coup, beaucoup de patients nous ont posé la question sur la durée de traitement. Y a-t-il aujourd'hui un consensus autour de la durée de traitement par immunothérapie? Non, la réponse est clairement non. Il n'y a pas de consensus officiel puisque les études qui ont permis à nos molécules d'immunothérapie d'arriver jusqu'à nous, certaines étaient bornées en durée, comme pour le pembrolizumab. Les études étaient bornées à 2 ans. C'était fait comme ça, dans l'essai clinique, c'était écrit au bout de 2 ans. On pouvait arrêter, ou dans l'essai, c'était recommandé d'arrêter l'immunothérapie, le pembro, alors que d'autres molécules, comme le nivolumab ou l'atezolizumab, la durée du traitement par immuno n'était pas bornée. Il n'y avait pas de « on fait 2 ans et on s'arrête ». Donc, la durée n'est pas codifiée. Nous ne savons pas combien de temps nous devons laisser nos patients sous immuno. Quand cela fonctionne, quand on obtient un excellent résultat et que le patient vive normalement, la maladie est totalement contrôlée, voire disparue, eh bien, je peux vous assurer que je suis la première à avoir peur d'arrêter parce que le patient va tellement bien, il vit tellement bien, tellement normalement et qu'il n'y a pas d'études comparatives qui disent 3 ans, ça fait mieux que 2 ans, ou 4 ans, ça fait mieux que 2 ans. Ces études n'existent pas encore. Peut-être qu'elles vont arriver, il y a plein de gens qui réfléchissent sur ça, mais aujourd'hui, dans le poumon, en 2021, hormis pembrolizumab, où les essais étaient vraiment designés sur 2 ans, on peut continuer le nivolumab. Et pour vous dire, moi, j'ai un patient qui est sous nivolumab depuis 6 ans, ici à Annecy avec moi. Il a même déménagé. Il habite plus à Annecy, il habite dans le sud, mais il revient pour les perfusions qu'on a espacées en fait à 5 semaines. Mais il va très très bien. Alors, ce qui peut nous guider, ce que nous faisons dans la communauté pneumologique, c'est qu'on s'aide avec des PET scanners. Le PET scanner est un examen de scintigraphie nucléaire qui nous permet de voir corps entier où il y a des zones qui sont encore dites actives, c'est-à-dire qui flashent le traceur. Mais attention, ça flash, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du cancer encore dedans. Ça peut flasher parce que c'est inflammatoire. Mais ce qui peut nous orienter quand le patient est au bout de 3 ans, 4 ans, c'est lorsque le PET scanner est tout éteint. C'est tout blanc. Il n'y a rien qui flash. Il n'y a plus de boules, il n'y a plus de ganglions, il n'y a plus rien. C'est tout blanc. Et là, on se dit, OK, c'est incroyable. Est-ce qu'on continue, on ne continue pas? On n'en sait rien en fait. Et ça peut être un argument quand vous avez, pour certains, et encore une fois, ce que je vous dis là, il n'a pas pignon sur rue, il n'y a pas d'études, mais c'est un peu de la pratique professionnelle. Certaines équipes font ça, mais voilà, quand le patient en a assez et que le PET scanner est totalement éteint, parfois, cela nous arrive de discuter en réunion de concertation un arrêt au bout de plusieurs années. Et c'est en concertation avec notre malade en disant, voilà, la science, elle me dit ça, mais comment on fait? On prend la décision ensemble. Je ne sais pas la réponse, mais voilà.
En fait, merci beaucoup, docteur. Il y a une question sur le fil qui tout à fait ça. Ça veut dire que peut-être même avec un cancer du poumon métastatique, parce que malheureusement, cette maladie, elle est souvent diagnostiquée avancée avec des métastases un peu partout. Et c'est vraiment extrêmement angoissant pour les personnes concernées. Mais quand on vous écoute, dans certaines situations, on pourrait se dire que voilà, quand tout est entre guillemets éteint, ça veut dire qu'on a effacé la maladie. Est-ce qu'on pourrait même guérir? Est-ce que c'est des mots qui pourraient un jour arriver? Oui, vous savez, comme je vous le disais au début, ce cancer du poumon, il a eu pendant très longtemps une mauvaise presse, ça faisait très très peur. C'était un cancer qui, quand on disait ça, c'est terrible. Mais oui, j'espère qu'un jour, mais on a 6 ans de recul, vous voyez, et j'espère que dans les années à venir, on pourra utiliser ce mot de guérison. On voit ce qu'on appelle des longs répondeurs. Comme Yann, long répondeur, et on va vers des rémissions quasi complètes. Donc, ça nous donne un espoir fou qui existe dans le poumon désormais. Et les toutes premières études d'immunothérapie, désormais, nous avons 6, 7, 8 ans de recul et nous nous rendons compte qu'il y a ces patients-là qui, 5 ans plus tard, la découverte d'un cancer avec des métastases, ils sont en excellente forme, ils vivent normalement, ils n'ont plus rien sur le scanner ou sur le PET scanner. On arrive à ces situations que il y a encore 20 ans, on n'avait pas du tout. Donc oui, il y a beaucoup d'espoir sur cette immuno. C'est comme si, je dis à mes patients, c'est de remettre en route les lymphocytes T. C'est comme si on avait fait un reset sur l'ordinateur et que c'est reparti. Hop, le processus est reparti. Et notre propre système immunitaire fait son boulot. Il fait son boulot de défense et il est reparti. Mais on ne comprend pas tout. Il faut rester très humble en immuno parce que, vous voyez, autant la chimio, on sait qu'on cassait les brins, on sait exactement comment on interagissait avec la cellule cancéreuse. Autant, quand on parle d'immunothérapie, notre système immunitaire, je vous parle des lymphocytes, mais il n'y a pas que lui. Il y a plein d'acteurs. Et on parlait du microbiote tout à l'heure. On ne maîtrise pas tout. Les facteurs de prédiction de la réponse à l'immunothérapie ne sont pas encore totalement connus, malheureusement. Les facteurs de résistance, pourquoi ça ne fonctionne pas, on ne les connaît pas tout à fait encore. Il y a énormément de travaux, dans tous les cancers d'ailleurs. Mais on est encore, je pense, dans une recherche très, très, très... ça nous motive à fond de connaître tous ces facteurs de prédiction et de réponse. Mais on ne les connaît pas encore bien. Voilà. Merci Chantal. Donc, promis, on va refaire des conférences au fur et à mesure où la science va avancer, où on aura un peu plus de réponses. Mais déjà, tout ce que vous nous avez dit sur les suivis, ces patients qui sont traités pendant de nombreuses années et qui est une vraie révolution par rapport à des traitements antérieure, fait un pont magnifique justement avec le suivi en termes d'efficacité et tolérance qui est particulier. Et donc pour cela, nous avons réaccueilli Sandra, mais également le docteur Chelabi, qui est pneumo-oncologue à Cochin et qui travaille spécifiquement dans 2 unités, une qui est sur le parcours diagnostic précoce et une sur l'hôpital de semaine des traitements des cancers pulmonaires, et donc qui va échanger avec nous sur cette partie patients traités par immuno, à la fois en termes de tolérance et d'efficacité. Bienvenue à vous, merci beaucoup Dr Chelabi d'être là. Yann, Sandra, est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez partager avec nous justement avant que nous donnions la parole au docteur Chelabi sur ces traitements au long cours ou ces traitements que vous recevez actuellement? Entendre tout ça, ça donne beaucoup d'espoir en fait. Voilà, on n'est pas limité à se dire 2 ans, ça laisse une très grande perspective de vie et c'est très encourageant tout simplement. Sandra, est-ce que tu veux partager quelques infos sur ton suivi? Comment se passe le suivi? Est-ce que tu as, par exemple, des soins de support aussi qui te sont utiles en ce moment? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, donc j'apprends à vivre avec une maladie donc chronique. Elle prend forcément une place dans ma vie et je fais tout ce que je peux pour l'appréhender du mieux possible.
Voilà, cela occasionne forcément de fortes émotions, hein, et parfois aussi de l'incompréhension, parce que c'est pas évident aussi de comprendre tout ce qui nous arrive. J'ai pu bénéficier donc de soins de support tels que psychologue, kiné, nutritionniste. Voilà, j'ai appris à prendre soin de moi, d'être à l'écoute de mon corps, car peu importe le cancer que l'on a, on avance en mettant toute notre énergie pour combattre la maladie. Je me suis fait aider pour comprendre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas évident de savoir que l'on va pouvoir vivre tout en ayant un cancer métastatique, que la maladie va pouvoir être stabilisée, disparaître, non pas forcément, mais au moins stabilisée. Mais en tout cas, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je retrouve une belle qualité de vie que j'avais avant d'être en arrêt de maladie, en fait, d'être malade, pardon. Et d'ici quelques temps, j'envisage même de reprendre une activité. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir un diagnostic donc très, très jeune, donc à 24 ans. Cela a permis donc chaque année, encore une fois, de faire tous mes contrôles avec assiduité et rigueur. Donc, la prévention, elle est vraiment très, très, très importante dans mon cas à moi, et elle le sera aussi pour mes enfants. Et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, voilà, j'ai échappé de peu à une stomie définitive. Ce n'est pas rien. Ça aurait pu occasionner une gêne et un tournant donc important dans ma vie sociale. Et voilà. Mais avec le traitement que j'ai et le peu de contraintes qui sont associées, pour moi, c'est une vraie réussite. Est-ce que je peux rebondir simplement, Thierry André, sur ce qu'a dit Sandra? Je crois que le meilleur traitement du cancer, c'est la prévention. Et là, elle parle du syndrome de Lynch. Les familles qui ont où certains membres de la famille sont porteurs du gène, c'est fondamental qu'ils soient suivis. C'est comme ça qu'on évite les cancers, et c'est plus facile d'éviter un cancer que de traiter un cancer. Donc c'est vraiment très important. Toutes les familles qui ont des maladies, donc le syndrome de Lynch est un des syndromes qui prédisposent au cancer. Ce qu'a dit Sandra est très important, c'est la prévention, la prise en charge de tous les membres de la famille, savoir qui est porteur, qui ne l'est pas. C'est très compliqué d'un point de vue psychologique. C'est parfois, il y a certains membres de famille qui refusent de faire le test. Après, la liberté de chacun existe, mais l'information et la prévention, et prendre en charge, surveiller ces patients qui ont un syndrome de Lynch ou une autre prédisposition familiale, c'est le meilleur moyen d'éviter le cancer, et c'est beaucoup plus facile d'éviter que de traiter. Merci beaucoup, professeur André, pour ce soutien fort à la prévention et au dépistage, d'ailleurs, qui n'est pas du tout assez connu, et en tout cas que les Français ne font pas du tout assez, notamment pour le cancer colorectal. Du coup, c'est l'occasion de laisser quelques minutes à Yann aussi pour partager pour vous, Yann, donc votre parcours de suivi de votre cancer du poumon avec immunothérapie et quelques soins de support. Voilà, juste dire quand même que moi, je suis une ancienne fumeuse. J'avais arrêté de fumer depuis 10 ans quand j'ai été diagnostiquée. Et voilà, en matière, c'est pas là de la prévention. Ok, j'avais fumé, mais s'il y a eu un dispositif qui m'avait incité à faire un scanner en tant qu'ancienne fumeuse bien plus rapidement que ce que j'ai fait, voilà, genre une autre histoire avec cette maladie, et je ne peux que demander et encourager le fait que on arrive à des dispositifs qui fassent qu'on ne soit pas diagnostiqué aussi tard. Je referme la parenthèse. Sur le suivi, plusieurs choses. La première, a été d'abord une première période qui a été très compliquée quand même, et donc avec un suivi psychologique, on va dire, à l'hôpital, qui était important, parce que je pense que le choc de la maladie, c'est quand même une déflagration voilà, dans la vie. Et avec quelque chose moi, qui avait été enclenché par ce diagnostic, c'est tout d'un coup, j'ai perdu confiance dans mon corps, moi qui était plutôt active, un peu sportive, avec notamment, je faisais de la plongée sous-marine. J'ai un cancer du poumon, ça touche la respiration. Là, j'estime que mon corps m'a complètement trahi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à l'hôpital, c'est une incitation forte et une mise en œuvre de dispositifs de réhabilitation par le sport dont j'ai bénéficié à l'Hôtel Dieu. C'était vraiment quelque chose pour moi de très positif, parce que c'était quelque chose qui m'a permis de reprendre confiance et donc de retrouver un rapport, on va dire, plus apaisé avec mon corps, et donc de réenclencher le fait
de pouvoir bouger. Et c'est après maintenant quelque chose que j'ai continué à mettre en œuvre avec, notamment avec l'association Patients Réseau et Kipling, où on fait des challenges de marche, mais parce que j'ai un médecin qui m'a dit tout au départ, au-delà de tout, il y a une chose dont il faut être sûr, il faut absolument que vous restiez en forme de façon à pouvoir accepter tout nouveau traitement qui pourrait arriver. La recherche avance très vite. Donc, pour pouvoir en bénéficier, essayez vous de maintenir en forme au maximum de ce que vous pouvez. Et j'avoue que j'ai essayé de mettre en œuvre ceci, mais on est quand même très bien accompagné, je trouve, par l'équipe et à l'hôpital de jour. J'ai bénéficié aussi d'une consultation médecine intégrative qui m'a permis de découvrir ce que c'était que la méditation, parce que je ne connaissais pas du tout ces techniques, qui m'a fait pratiquer pour gérer le stress. Ça a été de très grande efficacité. Et ça a été, en fait, pour le coup, pour moi, une modification un peu radicale dans la façon de vivre au quotidien, en faisant beaucoup plus attention au ressenti. Et je rebondis sur ce que disait Sandra. Oui, je pense qu'on apprend à s'écouter, on apprend à être plus attentif à soi-même, à son ressenti, et peut-être à mieux cerner ce qu'il est bon que l'on fasse pour nous, je repense aussi sur la nutrition, ce qu'il est bon aussi pour de manger, enfin voilà, de garder aussi des plaisirs et des plaisirs sains. Voilà. Et un petit mot pour dire que dans le suivi, moi je vais il y a peu de temps, j'allais tous les 15 jours à l'hôpital. Et donc la qualité du moment à l'hôpital, à l'hôpital de jour, le rapport avec les infirmières, avec le médecin qu'on voit avant l'injection, la possibilité d'échanger, d'avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser, des propositions éventuelles d'orientation d'ailleurs pour voir un nutritionniste ou voir sur la médecine intégrative. Je pense que ça fait partie, pour moi, ça fait partie du suivi et une forme de qualité, la sensation d'être accompagné dans la maladie. Et ça participe à l'équilibre général. En tout cas, c'est ma perception des choses. Voilà. Merci beaucoup, Yann. On va, pour vos témoignages, on va passer la parole au docteur Chelabi. Oriane, je vais te laisser donc présenter le docteur qui va mettre en avant effectivement l'importance de la surveillance spécifique des immunothérapies, mais aussi de ce fameux suivi dont vous avez parlé avec finalement beaucoup de détails très, très pertinents, très utiles. Alors, mieux que ça, on va mettre les slides du docteur Chelabi en ligne. Si Camille, tu veux bien les mettre en ligne. Voilà, super. La parole est à vous, docteur Chelabi. Donc, je suis Samy Chelabi, je suis oncopneumologue à l'hôpital Cochin. Donc, je suis de formation pneumologique et je m'occupe exclusivement de cancer du thorax et en majorité, bien sûr, du cancer du poumon. Et donc, merci pour la participation ce soir et les témoignages, et notamment le dernier témoignage qui va nous permettre de rebondir sur le suivi et la surveillance des cancers pulmonaires sous immunothérapie, sachant que il a fallu effectivement, comme vous l'avez compris, adapter nos pratiques à cette révolution médicale qui a fait entrer en jeu des médicaments qu'on ne connaissait pas, des mécanismes d'action qu'on maîtrisait mal, et de ce fait, une surveillance qu'il a fallu adapter. Et donc, quand on parle de suivi et de surveillance d'une maladie cancéreuse, on est toujours préoccupé par deux aspects. L'aspect symptomatique en rapport avec la maladie. Est-ce que les symptômes que j'observe et que le patient me rapporte sont en rapport avec sa maladie, ou l'aspect traitement et le questionnement des effets indésirables qui peuvent survenir sous ces traitements, quels qu'ils soient, traitements systémiques comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Et ces molécules ont une tolérance qui est différente
Et donc, on a dû, avec le temps et dans les années qui ont précédé, adapter nos traitements et de ce fait, adapter notre suivi. Donc, comme je vous le disais, on pratique une surveillance clinique. Yann le décrivait bien. Avant chaque perfusion d'immunothérapie, elle voit un médecin auprès duquel elle peut poser les questions qu'elle a. Elle peut rapporter éventuellement de nouveaux symptômes qui seraient apparus ou de symptômes qui auraient disparu. Voilà, on s'enquiert très régulièrement du poids aussi des patients. Et on en a parlé un peu avec la question sur le régime. Donc, la surveillance clinique est une grosse partie de la surveillance. L'examen clinique, l'interrogatoire nous oriente très facilement et de manière assez précise sur la course du traitement, de la maladie et la tolérance. Voilà. Associé à ça, comme vous le savez, on se sert de l'examen scanner, donc une surveillance scanographique, qui la plupart du temps est trimestrielle, et on a besoin de faire donc de manière un peu plus technique, un peu plus terre à terre, des mesures sur les imageries. Et donc, on a à cœur de pouvoir comparer les scanners les uns après les autres, ce qui, comme on l'a entendu un peu dans les témoignages précédents, peut être un peu source d'angoisse, mais cette mesure objective est nécessaire pour se rendre compte de la marche de la maladie. On standardise ces mesures et donc de ce fait-là, avec l'immunothérapie, de fait de particularité, on a dû adapter aussi notre lecture des imageries. On sait que l'immunothérapie, c'est un traitement qui met un peu de temps à agir du fait de son mécanisme d'action que nous a décrit le docteur de Croisette, avec finalement l'action du corps et du système immunitaire sur la tumeur et non plus du médicament, ce qui fait que l'action se fait ressentir de manière un petit peu retardée et de ce fait, les images scanographiques se modifient aussi de manière retardée. En plus de ça, on a été confronté durant les premiers temps de l'immunothérapie à des questionnements sur des évolutions qui étaient complètement contre-intuitives, avec parfois des images qui s'accroissaient de taille ou qui pouvaient apparaître puis disparaître de nouveau dans des laps de temps assez rapides. Et ça, c'était des dynamiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir sous chimiothérapie. Donc, il y a certaines notions qui sont apparues, comme la pseudo-progression, à savoir que donc, une tumeur peut initialement grossir de taille, puis réduire finalement pour parfois même disparaître. On attribue cette croissance de taille initiale à l'infiltration de cellules immunitaires qui viennent combattre la tumeur sur son propre terrain et donc qui, de manière artificielle, augmente sa taille. Donc, on a dû s'adapter à ce genre d'évolution inhabituelle. Et donc, il faut aussi interpréter les scanners avec le patient en face, son état, la façon dont il se sent, le bénéfice qu'il tire du traitement. On voit assez rapidement quand même un bénéfice clinique avec des symptômes qui s'atténuent, une reprise de poids, une reprise de l'appétit également. Voilà, donc on interprète ces scanners dans un contexte clinique et c'est important de pouvoir le faire avec le concours de radiologues qui sont assez chevronnés sur l'évolution que peut prendre la maladie, le cancer pulmonaire notamment, dans ces situations sous immunothérapie. Le deuxième volet de la surveillance, c'est donc la surveillance des effets indésirables qu'on peut
qu'on peut retrouver sous ces traitements, ils sont complètement différents de ce qu'on voyait sous chimiothérapie. Ce qu'il faut comprendre comme grand message, c'est que c'est quand même des traitements qui sont très bien tolérés, qui ont des effets secondaires beaucoup moins systématiques qu'avec la chimiothérapie, et qu'on commence maintenant, au bout de 5-6 ans, à bien connaître. Il reste fréquent. Vous voyez, il y a environ 2 tiers, peut-être 3/4 des patients qui rapportent des effets indésirables sous traitement, mais dans l'immense majorité des cas, ils sont peu graves, peu symptomatiques et ils conduisent assez rarement à l'arrêt des traitements. C'est des effets secondaires qui sont aussi particuliers par leur temporalité, à savoir que une chimiothérapie peut apporter donc des effets indésirables dans les jours qui suivent la perfusion. Pour l'immunothérapie, c'est souvent plus retardé, c'est pas du tout rythmé par les perfusions, et donc il faut rester quand même assez alerte. Et à ce titre-là, je crois que le docteur De Croisette parlait bien de l'éducation thérapeutique et des connaissances qu'il faut apporter aux patients pour qu'ils nous aident dans le suivi, parce que finalement, les effets secondaires, on les détecte sur des signalements des patients qui nous interpellent sur des symptômes, et au mieux, les patients connaissent leur traitement et au mieux, ils pourront alerter rapidement. À noter qu'il y a une petite particularité, ces effets secondaires, ils peuvent même survenir après l'arrêt du traitement, c'est-à-dire plusieurs mois après l'arrêt du traitement. Donc, on les garde en tête pour la surveillance ultérieure. Voilà, ils sont assez variés. Je vous ai mis un petit schéma sur la diapositive qui vous montre que plusieurs organes qui peuvent être la cible de ces effets secondaires, et on les explique par en fait une suractivation du système immunitaire par le traitement. Pour rentrer dans les plus fréquents, ce qu'on signale et retrouve le plus fréquent, ce sont les problèmes de thyroïde, les dysthyroïdies, qui se règlent assez facilement à la hausse ou à la baisse selon que la thyroïde marche trop ou pas assez. Ça se règle de manière médicamenteuse et on peut tout à fait continuer le traitement malgré ça. On est aussi souvent confronté à des éruptions cutanées qui peuvent être facilement contrôlées par l'application de crèmes, notamment de crèmes corticoïdes, et puis d'autres symptômes auxquels on est assez sensible, et un dont a déjà parlé le premier orateur, est la colite. Donc c'est une inflammation du côlon qui se manifeste par des douleurs abdominales, voire des diarrhées. Et le dernier, c'est l'atteinte pulmonaire qui peut se manifester par de la toux et éventuellement de l'essoufflement. Je me permets de vous interrompre un instant, docteur Chelabi, pour vous poser une question qui vient directement du fil des questions et qui finalement est une vraie bonne idée de patient. C'est: est-ce que si j'ai des effets secondaires avec mon immunothérapie, ça veut dire que ça marche, voire que ça marche mieux, ou que ça marche même très très bien, ou ça n'a pas de lien? Est-ce que ça peut être un réconfort? C'est pas c'est pas une loi, c'est pas un dogme, mais on a parfois des expériences de patients qui, après des effets secondaires, ont une réponse prolongée sous immunothérapie, et une réponse qui peut parfois même se maintenir après l'arrêt du traitement. Donc ça peut se voir, c'est pas du tout une règle à appliquer de manière systématique, mais c'est quelque chose qu'on a parfois observé. Et ce qu'il faut entendre, c'est qu'aussi on ne peut pas extrapoler d'un cancer à l'autre, puisque avec le même traitement, les effets secondaires peuvent être différents, que vous ayez un cancer pulmonaire ou par exemple un mélanome, où on utilise beaucoup l'immunothérapie. Donc il n'y a pas de grande règle, mais ça peut effectivement se voir. Certains patients qui, au décours d'une toxicité, voient leur traitement arrêté et entament une période de stabilité de leur maladie qui se prolonge même sans traitement,
encore une fois, il reste des effets humains dans le corps qui peuvent expliquer ça. Et pour terminer, donc, pour la surveillance des effets secondaires, l'important, c'est vraiment l'interrogatoire du patient. Et donc, on compte vraiment sur les patients pour nous rapporter les symptômes auxquels ils sont confrontés. Moi, j'oriente souvent les gens qui, avec leur cancer diagnostiqué, s'écoutent beaucoup. Donc, je les oriente quand même en leur disant que les symptômes qui doivent les alerter sont quand même des symptômes qui doivent persister. Quelques jours, qui peuvent se prolonger et qui ne semblent pas s'améliorer. On a le droit de contracter la gastro-entérite virale alors qu'on est sous immunothérapie, et à ce titre-là, il peut y avoir 24-48 heures de symptômes digestifs qui vont s'amender spontanément. Donc il faut aussi se raisonner et s'écouter, mais sans en faire une angoisse permanente, puisque les symptômes d'alerte sont vraiment rares et sont des symptômes qui persistent dans le temps, plusieurs jours. Ceux-là doivent faire se signaler. Voilà. On peut éventuellement se servir de la biologie pour surveiller certaines choses, notamment pour la thyroïde et certains autres paramètres, mais c'est vraiment la clinique qui est au premier plan sur la surveillance. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le panorama du suivi. À ce titre-là, alors ça sort un peu de la surveillance, mais Yann l'a bien illustré. Le suivi ne se limite pas à cette surveillance médicale, mais il y a énormément d'acteurs à l'hôpital qui se coordonnent au mieux pour assurer un suivi sur tous les plans, comme on a pu entendre, sur la diététique, le côté moteur, avec tout ce qu'on peut faire pour maintenir le quotidien, les activités, la vie quotidienne des patients, le côté psychique aussi, avec les psychologues qui sont au chevet des malades pour les écouter, les soutenir, leur trouver des solutions et leur permettre d'avancer et finalement de vivre avec ces maladies qui maintenant se chronicisent et pour lesquelles il faut adapter effectivement nos pratiques. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations qui éclairent donc le suivi de ces immunos. On entend parler de plus en plus aussi d'association, c'est-à-dire de se dire à certains moments, on peut être amené à associer des immunos, à faire chimio-immuno, il peut y avoir différentes séquences comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a petit à petit besoin de suivi, j'allais dire, spécifique ou de réflexion, d'accompagner certains patients peut-être plus fragiles sur cela. Et puis l'autre point, c'est plus une ouverture, mais si justement on change radicalement la donne pour ces patients, il y a aussi, on le voit sur nos réseaux, besoin d'être accompagné tout simplement pour vivre avec son cancer, par exemple du poumon, et reprendre son travail. Ça ne s'invente pas et c'est pas du tout habituel, et on sent beaucoup de difficultés parfois concrètes pour les gens. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on invente tous ensemble. En tout cas, que des programmes qui existent dans d'autres champs d'autres cancers puissent peut-être être déclinés et adaptés pour certains cancers digestifs, les cancers du poumon, aux besoins des patients. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question des associations de traitement, donc comme on l'a vu sur la présentation précédente, il y a effectivement pas mal d'associations qui sont soit déjà approuvées, soit en cours d'études. On peut associer les immunothérapies entre elles. Ça a beaucoup été fait dans le mélanome notamment, et ça commence effectivement dans le cancer pulmonaire et également dans le mésothéliome. On peut associer, et on le fait ça de manière très systématique maintenant, la chimiothérapie et l'immunothérapie. Actuellement, ces associations, elles comportent quelques
séance de chimiothérapie associée à l'immunothérapie, puis un traitement d'entretien par immunothérapie, plus ou moins avec une chimiothérapie allégée, ce qui fait qu'il y a un traitement d'attaque qui est quand même assez lourd et sur lequel on est assez attentif. On peut réévaluer régulièrement l'indication de ce traitement. Les associations avec les thérapies ciblées, pour l'instant, à ma connaissance, c'est plutôt de l'ordre des essais thérapeutiques. Et il faudra se méfier de toxicité croisée, notamment sur le poumon, pour ces associations. Et ça reste un faible pourcentage de patients, en tout cas dans le poumon. Pour ce qui est du suivi, bon, ça reste effectivement dans les grandes lignes de ce que j'ai décrit. On n'a pas de suivi spécifique pour les patients sous chimio-immunothérapie par rapport aux patients sous immunothérapie. Il faut garder en tête les traitements qu'on administre et essayer de faire la part des choses entre tel type et tel type de traitement pour ce qui est des effets indésirables et savoir connaître ces médicaments et savoir lequel est le potentiel coupable pour permettre aux patients de poursuivre le traitement dans les meilleures conditions sans effets indésirables limitants. Pour ce qui est après de la reprise du travail notamment, alors là c'est un grand domaine et pneumologue, on est confronté depuis assez peu de temps à ce genre de choses, puisque effectivement, l'immunothérapie permet aux gens d'avoir une qualité de vie qui va leur permettre de reprendre leur activité professionnelle. Et c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, qui sort pas tant que ça de l'hôpital finalement, parce qu'on a beaucoup d'interrogations de patients qui se demandent s'ils peuvent, si médicalement c'est possible, s'ils ont le droit également. Et à ce titre-là, il faut qu'on travaille avec les médecins du travail notamment qui peuvent nous aider sur le sujet. Il y a plus de possibilités qu'on le croit, notamment avec les reprises à temps partiel. Je pense que pour certaines catégories de patients, le télétravail qu'on vit en ce moment va aider également à la reprise. En tout cas, moi, quand les patients sont demandeurs, je les encourage parce que ça les sort de leur maladie, ça les sort de l'hôpital, ça réhumanise un petit peu. On soigne avant tout des patients et pas des maladies. Je pense qu'il faut encourager les gens qui se sentent à reprendre, discuter avec les médecins du travail pour adapter les postes s'il faut. Merci, docteur Chelabi. Effectivement, avec ces traitements au long cours, les reprises et la bonne tolérance, les reprises de travail vont être plus nombreuses. Et Sandra, d'ailleurs, l'a un petit peu évoqué aussi pour son cas particulier. Nous avions une question sur l'onglet questions quant à des médicaments à éviter en même temps que de l'immuno. Est-ce qu'il y a des choses, des contre-indications, des interactions médicamenteuses, etc. Alors, de manière formelle, pas de médicaments complètement interdits. Dans ce sens, on essaie de limiter certaines prises, notamment sur les corticothérapies à forte dose. Mais on sait maintenant que ce genre de médicaments à petite dose peut être tout à fait maintenu et ne semble pas diminuer de manière notable l'efficacité de l'immunothérapie. C'est poser la question de l'antibiothérapie et le professeur Thierry André en a parlé dans sa présentation. L'antibiothérapie va agir donc sur le microbiote et pourrait modifier la réponse à l'immunothérapie. À ma connaissance, on en est pour l'instant à un stade très précoce de ces considérations. Il y a de toute façon des situations cliniques qui nécessitent une antibiothérapie et on ne se passe pas de cette antibiothérapie quand elle est nécessaire. Après, il faut la prescrire de manière raisonnée, comme on essaie de le faire
pour compléter un peu le propos du docteur Chelabi, effectivement, quand les patients sont en cours d'immunothérapie, il y a une grande classe de médicaments, Samy l'a très bien dit, c'est les corticoïdes, parce que la corticothérapie est effectivement le médicament qu'on met en place comme antidote, entre guillemets, quand il y a une toxicité majeure. Et il faut savoir que tous les essais cliniques qui ont utilisé l'immunothérapie, les patients ne devaient pas avoir de corticothérapie ou en tout cas une toute petite dose pour certains essais. Donc, le message que j'ai envie de vous passer ce soir pour les patients, c'est qu'effectivement, comme l'a dit le docteur Chelabi, il y a des situations où il faut mettre des antibiotiques, il faut mettre parfois un peu de cortisone, mais prévenez bien votre oncologue. Je crois que c'est important qu'il soit, en tout cas, laisser le message à sa secrétaire, enfin, il faut le prévenir et de ne pas s'automédiquer, notamment avec de fortes doses de corticothérapie pour une rage de dents ou je ne sais quoi, ou une angine, sans prévenir votre équipe médicale. Voilà, c'est le seul bémol pour la corticothérapie. Il y a des données hein, qui nous mettent un peu, nous demandent d'être un peu prudents. Et pour les antibiotiques également, ce sont des données qui sont issues d'analyses un peu rétrospectives de grandes séries, mais qui nous mènent à une certaine prudence. Mais en tout cas, parlez-en et informez bien votre équipe médicale. C'est important, notamment pour les corticoïdes. Merci beaucoup, docteur de Croisette. Alors, on va devoir clore cette conférence pour toutes les questions que nous avons eues. Donc, effectivement, il y a tout un programme de conférences que Laure met sur ses réseaux ou que nous communiquons via les réseaux sociaux. La prochaine est le 10 juin sur les traitements combinés. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Donc, je vais faire juste un tour de table, le mot de la fin en une phrase. Donc, chacun, s'il vous plaît. Alors, honneur aux filles. Yann, si vous aviez quelque chose à retenir de cette conférence ou un message à passer aux communautés. Je dirais un message d'espoir avant toute chose, parce que avec cette idée, comme l'a évoqué à l'instant le docteur Chelabi, c'est une forme de chronicité qui s'installe, qui n'a pas une vraie chronicité, mais qui est, parce qu'on a quand même des points réguliers qui nous font à chaque fois réévaluer si oui ou non on contient bien encore la maladie. Mais pour moi, c'est quand même l'immunothérapie à apporter une qualité de vie incomparable avec la chimiothérapie à titre personnel. Et un message d'espoir avec évidemment l'envie que la recherche continue, que demain il y ait d'autres traitements, d'autres possibilités. Je pense qu'en tant que patient, on se dit une fois que l'immunothérapie ne fonctionnera plus, il y aura une toxicité qui se développe, il se passe quoi? Voilà, c'est notre questionnement qui est légitime. Mais avant toute chose, un message d'espoir et d'envie de vivre avant toute chose. Merci. Sandra? Oui, idem, un message d'espoir. Aujourd'hui, on peut vivre avec la maladie. C'est ce que moi, je retiens en fait, de tout ça. C'est que si on arrive à combiner le traitement et de vivre normalement, super, quoi. Voilà. Docteur de Croisette, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Dire que oui, l'immunothérapie, elle est porteuse de beaucoup d'espoir, hein, comme vous l'avez vu là sur nos différents cancers dans nos sphères respectives, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas encore tout compris. J'en parlais tout à l'heure des facteurs prédictifs de réponse, des facteurs de résistance, parce que malheureusement, ce soir, on a dit que ça portait beaucoup d'espoir, mais tous ne répondent pas. Et donc, encore beaucoup de choses à comprendre. L'interaction entre cette immunothérapie et puis les autres acteurs qui peuvent combattre le cancer. Hein. Donc, on a parlé un peu des associations thérapeutiques. Et dans le poumon, notamment, demain, dans quelques années, on va avoir un arsenal thérapeutique, notamment en première ligne de traitement, qui va être très complexe. Parce qu'il y a d'autres familles qui arrivent, qui jouent sur l'immunité. Et on a découvert d'autres voies de signalisation qu'on va combiner. Et là, l'importance du suivi est cruciale parce qu'il va falloir, comme l'a dit le docteur Chelabi, suivre toutes
cette tolérance d'une première ligne qui va devenir probablement de plus en plus complexe et plus forte en termes d'action anticancéreuse. Donc oui, beaucoup d'espoir, mais encore beaucoup à apprendre. Beaucoup de recherche. Oui. Professeur André. Moi, je dirais que une chose très très importante pour le futur, c'est en fait les facteurs prédictifs, de donner de bons médicaments aux bons patients. Et que là, moi j'ai la chance en fait, les cancers digestifs, le côlon dont je vous ai parlé, c'est à la fois frustrant parce qu'on ne peut pas traiter beaucoup de monde, mais ceux qu'on traite, les réponses sont extraordinaires et extrêmement fréquentes. Donc de vraiment essayer, et là il y a énormément de recherches qui est faite sur les facteurs prédictifs, c'est de donner de bons médicaments aux bons patients, et de plus en plus, on est dans une oncologie qui fonctionne comme ça, en termes d'immunothérapie, mais également en termes de thérapie ciblée. Le deuxième message pour compléter ce qu'a dit le docteur Chelabi, c'est en effet les immunothérapies, moi je suis prudent. À mes patients, je leur dis, voilà, les immunothérapies, ça peut donner des tas d'effets secondaires très, très, très différents et il y a plein de choses possibles. Donc surtout, si vous avez quelque chose de pas normal, dites-le, parlez-en avec vos médecins et ne laissez pas traîner quelque chose. Si, par exemple, une grosse fatigue, ça peut être témoin de ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne, qui est quelque chose de très difficile à diagnostiquer. Il y a énormément de petites choses, donc surtout de dire les choses pour que les équipes qui vous prennent en charge puissent intervenir et soient au courant de ce qui se passe, parce que c'est compliqué les effets secondaires de l'immunothérapie. Il y en a des tas de possibles et c'est parfois très sournois. Parfois, c'est difficile à diagnostiquer pour nous médecins parce que c'est la médecine interne. Il y a des tas de manifestations qui peuvent se voir parce que c'est des espèces de maladies auto-immunes. Donc, on devient des internistes et donc il faut vraiment que le patient n'hésite pas voilà, s'il y a quelque chose de pas normal à le dire pour que les médecins puissent réagir vite si c'est en rapport avec l'immunothérapie. La notion que j'aimerais passer, je pense que c'est la notion finalement de relation avec le patient, puisqu'on va finalement entretenir une relation étroite, parfois avec des considérations qui sont de l'ordre de l'extra-médical et une relation qui se prolonge dans le temps. On en vient à côtoyer nos patients pendant des années et à ce titre-là, effectivement, je pense que on a besoin de se réinventer un petit peu et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant l'immunothérapie. Voilà, alors ça rend la pratique médicale intéressante et ça, finalement, je trouve que ça réhumanise un petit peu notre métier. Voilà. Après, l'immunothérapie, c'est bien, mais il faut qu'on fasse aussi des efforts sur la prévention et le dépistage. Et ça fera peut-être l'objet d'autres conférences. En tout cas, dans le poumon, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup là-dessus. Parfait. Merci à toutes et à tous pour vos messages d'espoir et de prévention aussi qui sont très importants. Laure, est-ce que tu veux conclure par une phrase ? Alors, une toute petite, parce que déjà un très très grand merci pour cette très bonne soirée. On voit que l'immunothérapie, c'est vraiment source d'espoir, qu'on a des traitements de plus en plus personnalisés. Mais ce que je souligne aussi, c'est ce besoin finalement d'échange, de dialogue vraiment important entre les patients et les soignants. Et également souligner que c'est quand même de plus en plus compliqué pour beaucoup de patients de s'y retrouver dans cette médecine de plus en plus, j'allais dire, pointue, caractérisée, avec des traitements très différents pour les uns et pour les autres. Et que c'est un vrai challenge pour nous d'être à l'interface du monde des patients et des soignants. Et donc, merci Oriane. Et avec les conférences Link qu'on va chercher donc à faire régulièrement, on a évidemment plein d'autres questions qu'on a vues sur le fil. On essaiera régulièrement comme ça de vous répondre. Donc, merci beaucoup pour cette soirée. Alors, juste vraiment un merci très particulier parce qu'on sait combien vous êtes occupés et on a beaucoup dépassé le temps ce soir. Et juste dans cette mouvance d'espoir, on va vous partager un clip
qui a été réalisé sur le réseau Mon Réseau Cancer du Poumon, soutenu par l'OR. Et pour vous dire que les réseaux de l'OR sont aussi une source d'espoir et de soutien très important. Donc voilà, sur ce dernier partage, on va se dire au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.